Oh, bon, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et si vous vous attendez à ce que je vous donne une réponse propre, bien emballée, avec un nœud dessus, je dois vous avertir tout de suite que ça ne va pas se passer comme ça, parce que la vraie réponse est bien plus étrange et bien plus belle que n'importe quelle réponse simple que je pourrais vous donner. La question c'est celle-ci. L'univers est-il si grand? Et vous allez me dire, Feynman, c'est une question stupide. L'univers est grand parce qu'il est grand. Très bien. Mais attendez, parce que quand on commence à vraiment regarder cette question, quand on ne laisse pas glisser trop vite, on se retrouve au bord d'un précipice intellectuel absolument vertigineux. Et moi, j'adore les précipices. Commençons par essayer de comprendre ce que grand veut vraiment dire ici. Vous savez à quelle distance se trouve le Soleil? 150 millions de kilomètres? Ça paraît beaucoup. La lumière qui va à 300 mètres kilomètres par seconde, la chose la plus rapide que nous connaissions dans l'univers. La limite absolue de la vitesse selon ce qu'on comprend de la physique. Cette lumière met environ 8 minutes pour parcourir cette distance. H petites minutes du Soleil jusqu'ici. Maintenant, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, c'est Proxima Centauri. Elle est à combien? À 4 années-lumière, pas 4 minutes, pas 4 jours, 4 années. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, ce que vous ne pouvez pas faire, mais imaginons, il vous faudrait 4 ans pour y arriver. Si vous partiez aujourd'hui, vous arriveriez là-bas quand certains d'entre vous auraient fini leurs études. Et ça, c'est l'étoile voisine, la plus proche. Notre galaxie, la Voie lactée. Ce disque d'étoiles dans lequel nous vivons fait environ 100 000 années-lumière de diamètre, 100 000 et elle contient à peu près à 400 milliards d'étoiles. Des chiffres si grands qu'ils cessent d'avoir un sens intuitif. Je pourrais continuer à les réciter, mais ça n'aiderait pas. Ce qui aide, c'est de ressentir l'absurdité de l'échelle. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez. Imaginez que vous prenez une feuille de papier ordinaire. Vous la réduisez jusqu'à ce qu'elle représente la Terre entière. Toute la Terre, ses océans, ses montagnes, ses milliards d'habitants. Cette feuille représente maintenant notre planète. Pour représenter le Soleil à la même échelle, il vous faudrait une sphère d'environ 1 mètre de diamètre. Et pour représenter la distance entre la Terre et le Soleil, vous placeriez cette sphère à 100 millétra de votre feuille de papier. Maintenant, pour représenter Proxima Centauri à cette même échelle, vous devriez marcher jusqu'à l'autre côté de la planète, 27 000 km. Et ça, c'est juste l'étoile d'à côté. Maintenant, l'univers observable, la partie de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang, mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. 93 milliards. Et cet univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec ses centaines de milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, des planètes, peut-être de la vie, peut-être des gens ou des choses qui ressemblent à des gens qui se posent exactement la même question que nous en ce moment. Alors, pourquoi tout ça est-il si grand? Et là, je dois vous dire quelque chose d'honnête. On ne sait pas tout. Il y a des choses qu'on comprend et des choses qu'on ne comprend pas encore. Et la première erreur que vous pouvez commettre en physique, c'est de confondre les deux. Mais voici ce qu'on sait. Il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'univers, tout ce qui existe, toute l'énergie de tout l'espace, tout le temps, était comprimé dans un état d'une densité et d'une chaleur absolument incompréhensibles. Et puis ça a commencé à s'étendre. Attention, et c'est un point que les gens ratent presque toujours. Ce n'est pas une explosion dans l'espace. L'univers n'a pas explosé dans quelque chose. L'espace lui-même s'est mis à s'étirer, à grandir. C'est l'espace qui s'expand, pas des galaxies qui filtrent à travers l'espace comme des éclats de shrapnel. Non, l'espace entre les galaxies, le tissu même de l'espace-temps, s'étire. C'est une distinction cruciale. Imaginez que vous dessiniez des points sur un ballon de baudruche et que vous gonfliez ce ballon. Les points s'éloignent les uns des autres, non pas parce qu'ils se déplacent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même grandit. C'est comme ça que fonctionne l'expansion de l'univers. Et ce qui est fascinant et un peu troublant, c'est que des objets suffisamment lointains peuvent s'éloigner de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'ils se déplacent plus vite que la lumière, mais parce que l'espace entre nous et eux s'étire si rapidement que la distance augmente à ce rythme fantastique. Il y a donc une limite à ce qu'on peut voir, une frontière, un horizon cosmique. Au-delà de cet horizon, il y a certainement plus d'univers, peut-être infiniment plus, mais leur lumière ne nous parviendra jamais. L'espace entre nous et eux s'étire plus vite que la lumière ne peut le traverser. C'est comme essayer de courir vers la ligne d'arrivée d'une course dont la ligne elle-même recule plus vite que vous ne courez. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de profond. L'univers est si grand en partie parce qu'il est si vieux.
Il a eu 13 milliards 800 millions d'années pour s'étendre, et pendant tout ce temps, il n'a pas arrêté. Il continue d'ailleurs, et ça c'est une découverte relativement récente qui a d'abord stupéfait tout le monde, y compris les physiciens qui l'ont faite. L'expansion de l'univers s'accélère, elle ne ralentit pas, elle accélère. Pourquoi? On ne sait pas. On a donné un nom à ce qu'on ne comprend pas, on appelle ça l'énergie noire. Mais donner un nom à quelque chose, ce n'est pas l'expliquer. J'ai toujours trouvé qu'il fallait faire attention à ça. Les gens donnent un nom à une chose et ont l'impression d'avoir compris. Ce n'est pas pareil. Nommer, c'est classer. Comprendre, c'est autre chose. Cette énergie noire, quelle qu'elle soit, représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers observable. Ce que nous appelons la matière ordinaire, les atomes, les étoiles, les planètes, vous, moi, tout ce qu'on peut voir et toucher ne représente qu'un peu moins de 5%. 5%, tout ce que nous avons jamais étudié, tout ce dont la physique a rendu compte pendant des siècles, les atomes, les forces, les particules, tout ça, c'est 5% du contenu de l'univers. Le reste, 27%, est ce qu'on appelle la matière noire, qui n'émet aucune lumière, n'absorbe aucune lumière, mais dont on ressent la gravité. Et 68%, cette énergie noire mystérieuse. Donc non seulement l'univers est immense, mais en plus la grande majorité de ce qu'il contient nous est fondamentalement invisible et encore inexpliqué. N'est-ce pas magnifique? Il y a des gens que ça déprime. Moi, ça m'enchante parce que ça veut dire qu'il reste quelque chose à faire. Revenons à la question. Pourquoi si grand? Il y a une réponse que les cosmologistes ont développée et qui s'appelle la théorie de l'inflation cosmique. L'idée, c'est que très tôt dans l'histoire de l'univers, on parle d'une fraction de seconde, quelque chose comme 10-32 secondes après le Big Bang. L'univers a subi une expansion extraordinairement rapide. En un temps infinitésimal, il a été multiplié en taille par un facteur au 10^26. Prenez quelque chose de minuscule, plus petit qu'un proton, et en un clin d'œil, étendez-le à une taille de plusieurs mètres. C'est à cette échelle-là qu'on parle. Cette inflation aurait été déclenchée par un champ quantique, on l'appelle le champ d'un flaton, qui se trouvait dans un état d'énergie très élevé et dont la décroissance a libéré une énergie colossale sous forme d'expansion de l'espace. Et voici pourquoi c'est important pour notre question. Si l'inflation a eu lieu, elle explique non seulement pourquoi l'univers est grand, mais aussi pourquoi il est si uniforme. Quand vous regardez le rayonnement micro-ondes cosmologique, la lumière la plus ancienne de l'univers mise environ 3000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est refroidi suffisamment pour que les atomes se forment et que la lumière puisse enfin voyager librement. Quand vous regardez cette lumière venue de toutes les directions, elle est presque identique partout. La température ne varie que d'un cent mètres de degrés selon la direction. Comment est-ce que des régions de l'univers situées à des milliards d'années-lumière les unes des autres peuvent être à la même température si elles n'ont jamais été en contact? Si la lumière n'a pas eu le temps de voyager de l'une à l'autre, la réponse, c'est l'inflation. Avant l'inflation, ces régions étaient si petites et si proches qu'elles avaient eu le temps de s'équilibrer. Puis l'inflation les a projetées à des distances gigantesques, les emportant avec leur température quasi identique. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Ces minuscules variations de température que je vous mentionnais, ces fluctuations d'un cent mètres de degrés, elles ne sont pas accidentelles. Elles sont le reflet de fluctuations quantiques dans les tout premiers instants de l'univers. Des fluctuations quantiques, le genre de choses qui arrivent parce que la mécanique quantique interdit la certitude absolue, parce qu'à toute petite échelle, l'univers est fondamentalement flou et probabiliste. Ces fluctuations ont été amplifiées par l'inflation jusqu'à devenir des irrégularités à grande échelle. Et ce sont ces irrégularités qui ont ensuite conduit, sous l'effet de la gravité, à la formation des galaxies, des étoiles, des planètes. Vous êtes là à me regarder parce que la mécanique quantique est indéterministe. Pensez-y vraiment. La structure entière de l'univers observable, la raison pour laquelle les galaxies existent là où elles existent, la raison pour laquelle notre Voie lactée est là, la raison pour laquelle notre Soleil s'est formé, la raison pour laquelle la Terre existe, la raison pour laquelle vous existez, tout ça trouve son origine dans de petits frémissements quantiques qui se sont produits dans la première fraction de seconde après le début de l'univers amplifié à des proportions cosmiques par l'inflation. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que disent les mesures. Maintenant, je veux vous parler d'une autre façon d'aborder la question parce que la question « pourquoi si grand ?» peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire par quel mécanisme l'univers est-il devenu aussi grand? Et j'espère vous avoir donné une idée de la réponse, l'expansion depuis le Big Bang accélérée par l'inflation dans les tout premiers instants.
Mais ça peut aussi vouloir dire pourquoi fallait-il que l'univers soit si grand. Y avait-il une nécessité à cette taille? C'est là qu'on entre dans un territoire philosophiquement intéressant. Il y a un argument qu'on appelle le principe anthropique. L'idée grossièrement, c'est celle-ci. Pour que la vie existe, il faut des étoiles. Pour qu'il y ait des étoiles, il faut du temps. Des milliards d'années pour que la gravité rassemble les nuages de gaz, pour que les premières générations d'étoiles naissent, vivent et meurent en synthétisant les éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, le fer dans leur cœur nucléaire. Pour qu'il y ait des milliards d'années d'expansion stellaire, il faut un univers suffisamment grand parce que taille et âge sont liés. Un univers qui a eu le temps d'avoir des milliards d'années est nécessairement un univers qui a eu le temps de s'étendre sur des milliards d'années-lumière. Donc si vous vous demandez pourquoi l'univers est si grand, eh bien, s'il avait été plus petit, s'il avait été beaucoup plus jeune, il n'y aurait pas eu d'étoiles de deuxième génération, pas d'éléments lourds, pas de planètes rocheuses, pas de chimie complexe, pas de vie, et personne ne poserait la question. Ce n'est pas une explication complète, ce n'est pas une raison fondamentale, c'est plutôt une observation. Le fait que nous soyons là pour poser la question sélectionne, d'une certaine façon, les conditions dans lesquelles nous pouvons être. Nous ne pouvons exister que dans un univers suffisamment vieux et donc suffisamment grand pour avoir permis notre émergence. Est-ce satisfaisant? Pas vraiment. Je ne me suis jamais tout à fait satisfait du principe anthropique comme explication parce qu'il répond à pourquoi parce que sinon, vous ne seriez pas là pour demander pourquoi. C'est vrai, mais ça ne creuse pas assez. Il y a une autre idée encore plus étrange qu'on appelle le multivers. L'inflation cosmique, si elle est vraie, suggère peut-être que notre univers n'est pas unique, que l'inflation a pu se produire de façon discontinue et inégale, créant des bulles d'espace-temps séparées, chacune avec potentiellement ses propres lois de la physique, ses propres constantes fondamentales. Notre univers serait l'une de ces bulles et notre univers aurait les propriétés qu'il a, y compris sa taille, y compris le fait que la vie est possible parce que c'est l'une des bulles où ces conditions se réalisent. Dans les autres bulles, peut-être que les constantes physiques y sont différentes, peut-être que la vie n'y est pas possible. Personne n'y pose de questions. C'est une idée fascinante. Est-elle correcte? Honnêtement, je ne sais pas. Et plus important encore, on ne sait pas très bien comment la tester. Et si vous ne pouvez pas tester une idée, si elle ne fait aucune prédiction que vous pouvez confronter à l'expérience, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'appeler de la physique. C'est peut-être de la philosophie. Ce n'est pas une insulte. J'aime la philosophie, mais il ne faut pas confondre les deux. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'aime particulièrement dans tout ça, les atomes. Chaque atome de votre corps, chaque atome de carbone dans votre ADN, chaque atome d'oxygène dans vos poumons, chaque atome de fer dans votre sang a été forgé à l'intérieur d'une étoile. L'univers, dans ses tout premiers instants, n'avait produit que de l'hydrogène, un peu d'hélium, des traces de lithium, c'est tout. Les atomes plus lourds ont été fabriqués dans les fours nucléaires des étoiles, dans les réactions de fusion qui alimentent leur lumière pendant des millions, des milliards d'années, et ensuite dispersés dans l'espace quand ces étoiles ont explosé en supernova. Vous êtes littéralement de la poussière d'étoiles réassemblées. Cette pièce de terre qui a attendu 4 milliards et demi d'années, qui a évolué et changé et qui se retrouve maintenant ici debout, à me regarder se posant des questions sur l'univers. Quelle chose merveilleuse. Et j'aime penser à ça parce que ça change complètement la façon dont on perçoit la question pourquoi si grand? L'univers est si grand parce que nous en faisons partie. Nous ne sommes pas séparés de l'univers en train de le regarder de l'extérieur. Nous sommes une partie de lui, une partie qui a développé la capacité de se retourner et de se regarder elle-même, de mesurer ses propres dimensions, de déduire sa propre histoire. C'est une chose extraordinaire. Des atomes qui ont développé une conscience de la matière avec de la curiosité. Je trouve ça poétique, bien plus poétique que n'importe quelle poésie que j'ai lue. Alors, récapitulons ce qu'on sait. L'univers observable mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Il contient 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Il est né il y a environ 13 milliards 800 millions d'années dans un état de densité et de chaleur extrême et s'étend depuis lors en accélérant grâce à une énergie mystérieuse qu'on appelle l'énergie noire. Il a probablement subi une inflation ultra rapide dans ses tout premiers instants, ce qui explique son uniformité et a amplifié les fluctuations quantiques qui ont donné naissance aux structures que nous voyons. Et la grande majorité de son contenu, 95%, est faite de choses que nous ne comprenons pas encore vraiment. Et la raison pour laquelle nous pouvons poser la question « Pourquoi si grand » est elle-même une conséquence de cette taille.
Si l'univers avait été plus petit, plus jeune, il n'aurait pas eu le temps de fabriquer des étoiles de seconde génération, des planètes, de la chimie complexe, de la vie et des êtres assez curieux pour regarder vers le ciel et se demander d'où tout ça vient. Mais je veux finir sur quelque chose d'important. Tout ce que je vous ai dit, l'inflation, la matière noire, l'énergie noire, le multivers. Une partie est bien établie, une partie est fortement soutenue par les données et une partie est encore très spéculative. La science ne fonctionne pas comme un livre de réponses, elle fonctionne comme un processus d'approximation successive, de modèles qui s'améliorent, de connaissances qui évoluent. Ce que nous savons aujourd'hui est remarquablement plus précis que ce qu'on savait il y a 50 ans, et ce qu'on saura dans 50 ans sera sans doute remarquablement différent de ce qu'on sait maintenant. Et c'est ça qui est beau. Ce n'est pas une faiblesse de la science que de dire « on ne sait pas encore ». C'est sa force. C'est précisément la différence entre la science et le dogme. En science, on ne sait pas n'est pas une défaite, c'est une invitation. Je pense qu'il est bien plus intéressant de vivre sans connaître toutes les réponses que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses. Moi, je ne me sens pas effrayé par le fait de ne pas savoir, par l'idée d'être perdu dans cet univers mystérieux sans but évident, parce que c'est probablement comme ça que les choses sont autant que je puisse en juger. Ça ne me fait pas peur. Et ce fait que l'univers est grand, incompréhensiblement grand, et que nous, petits amas d'atomes, sur un grain de poussière en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi 2000 milliards, que nous ayons trouvé le moyen de mesurer cet univers, d'en déduire l'histoire, d'en comprendre les lois, c'est là quelque chose qui devrait, je crois, nous remplir d'un émerveillement profond. Les poètes me disent que la science enlève la magie à l'univers, qu'en réduisant les étoiles à des boules de gaz, on leur enlève leur beauté. Je ne suis pas d'accord quand je regarde le ciel la nuit et que je sais que chaque point de lumière est un soleil, que certains ont des planètes, que la lumière que je vois a peut-être voyagé des millions d'années avant d'arriver dans mon œil, quand je sais que je suis moi-même fait descendre de ces étoiles, je ne vois pas moins de beauté, j'en vois, pour plus merveilleuse est la vérité que tout ce qu'ont imaginé les artistes du passé. Pourquoi les poètes d'aujourd'hui ne parlent-ils pas de ça? Merci.